Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette conférence, soyez les bienvenus au Grand Palais. C'est donc une conférence, pardon, je m'appelle Valentin Pérez d'abord, je suis journaliste et je collabore au journal Le Monde et à son magazine qui s'appelle M, le magazine du Monde. On va donc passer à peu près une demi-heure ensemble pour cette conférence qui est intitulée Le développement durable au cœur de la création. Et c'est une conférence qui va se dérouler en deux temps. D'abord, on va avoir un petit échange avec Marie-Claire Daveu, que je salue. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Et dans un deuxième temps, une fois que cette petite dizaine de minutes sera écoulée, on aura un moment d'échange avec trois autres intervenants que je vous présenterai et qui viennent de maisons de luxe, donc Hermès, Boucheron et Yves Saint Laurent Beauté. On va commencer donc avec vous, Marie-Claire. Vous êtes donc la directrice du développement durable et des affaires institutionnelles de Kering. Je rappelle peut-être pour que tout le monde soit au clair ce qu'est Kering, qui est donc un groupe de luxe français. Jusque-là, c'est bon. Voilà. Qui possède des marques comme Gucci, comme Saint Laurent, comme Balenciaga ou comme Bottega Veneta, qui possède aussi Boucheron. On reviendra sur Boucheron tout à l'heure, le joaillier. Vous êtes donc à ce poste depuis 2012. Vous avez plutôt une formation d'ingénieur. Et avant d'arriver dans le privé, vous aviez plutôt une expérience dans des cabinets ministériels. Peut-être pour commencer cette thématique qu'on explore aujourd'hui, le développement durable au cœur de la création. On peut dire que c'est votre mission. C'est vraiment c'est ça qui vous anime. C'est votre mission au sein du groupe. Tout à fait. C'est bon là. Voilà. Oui, effectivement. Donc, mon rôle, très rapidement, au sein du groupe Kering, et je salue Hortense, qui j'espère ne contredira pas sur le rôle que j'ai vis-à-vis des maisons. En fait, avec mon équipe, on a une double dimension. C'est de contribuer à définir la stratégie de développement durable du groupe, et surtout, et ce qui est pour moi essentiel, c'est qu'elle soit mise en œuvre au sein des maisons et au sein du corporate, puisque quand on parle de développement durable chez Kering, évidemment, il y a tout l'aspect lié à l'environnement, donc que ça soit sur le changement climatique, la biodiversité, l'eau et puis l'ensemble des polluants, mais c'est aussi la dimension sociale, donc tout le côté qui concerne à la fois la partie santé, sécurité au travail, les conditions de travail, de rémunération, tout particulièrement dans la chaîne d'approvisionnement. Et puis, dernier sujet, et il y a de beaux exemples que l'on peut partager, mais on n'aura pas le temps dans les 10 minutes, qui sont vraiment autour de l'innovation, innovation matière, innovation process, etc. Là, on va plutôt rester donc sur le développement durable et sur la façon en fait, dont le développement durable peut être mis en œuvre, comme vous avez dit, mais vraiment dans la création, c'est-à-dire auprès des designers, vraiment auprès des équipes, des maisons. Est-ce que ça veut dire que ça ne va pas de soi ? Alors, peut-être commencer par le luxe même avant la créativité. Il faut que le secteur du luxe comprenne que le développement durable, c'est une nécessité, c'est pas quelque chose qui est un nice to have. Un seul exemple pour aller droit au but, quand on pense en fait aux chaînes d'approvisionnement, que ça soit en fait en matières précieuses, que ça soit en cachemire, laine, etc. Aujourd'hui, les effets du changement climatique et le sujet de la raréfaction des ressources naturelles sont une réalité. Donc, si vous n'apportez pas votre pierre à l'édifice, qu'on soit convaincu pour des raisons éthiques ou non, ça sera des sujets vraiment d'approvisionnement et donc de résilience des supply chains. Les tanneries, elles ont besoin d'eau. Si vous avez une rareté en termes d'accès de la ressource en eau, vous n'arriverez pas à faire fonctionner vos tanneries. Donc c'est vraiment, en fait, le message là-dessus, c'est vraiment lié en fait à la stratégie business, au modèle d'affaires de l'entreprise du luxe. Et la créativité, oui, la créativité, parce que dans nos maisons, tout part en fait de la créativité, du rôle du directeur artistique, du rôle du designer. Et donc dès le départ, dès le design, dès
l'imaginaire créatif, évidemment, il faut que ce sujet soit au cœur, à la fois dans le choix des matières, dans les process, et puis maintenant, quand on parle en fait d'économie circulaire, c'est aussi de penser comment tous ces sujets de démantèlement de produits invendus, etc., seront facilités pour réutiliser de la matière première. Mais ça veut dire que ça, c'est les intentions. Et évidemment, on voudrait que tous les designers du groupe ou de toutes les grandes maisons pensent au moment même de la conception d'un produit, prennent en compte le développement durable. Mais j'imagine que évidemment, ça ne se fait pas aussi facilement. Et ça veut dire qu'il faut les sensibiliser, ça veut dire qu'il faut les former. Alors, il y a deux éléments. Quand on est, alors évidemment, on va revenir sur la formation. Peut-être juste un petit commentaire par rapport au groupe Kering. C'est vrai que historiquement, quand François-Henri Pinault choisissait et a choisi en fait les designers, mais plus largement au-delà des designers, si vous rejoignez le groupe Kering, vous êtes convaincu par le développement durable. Et vous avez envie. Des critères de recrutement. Ça fait partie des valeurs, ça fait partie des critères de recrutement. Ce qui ne veut pas dire que tout est parfait, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de boulot, et ce qui ne veut pas dire, je vais y revenir en termes de formation. Et aujourd'hui, comme vous le savez, nous avons un nouveau CEO, Luca Di Meo, qui est aussi, du fait de son parcours dans l'industrie automobile, est vraiment très, très sensibilisé à ce type de sujet. Pareil, y compris sous le côté business. Alors maintenant, la formation, elle est clé. Et chez Kering, on a deux niveaux. On a la formation en interne et la formation en externe. La formation en interne, mais qui est aussi bien pour les créatifs, on va dire que tout leur écosystème et puis plus largement les salariés de Kering. C'est pour ça qu'on a développé en fait des plateformes de e-learning qui sont aussi avec deux niveaux. Un niveau assez généraliste qui explique c'est quoi la biodiversité, c'est quoi le changement climatique. Mais on a aussi des formations en présentiel, type la fresque du climat, type l'atelier d'automne. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir aussi qu'on a en fait maintenant des formateurs en interne qui ont eu en fait entre guillemets les certifications pour eux-mêmes devenir en fait les formateurs sur ces ateliers-là. Et puis ce qui est aussi essentiel, c'est de se dire à chaque niveau en fonction de l'emploi, vous imaginez bien qu'entre l'acheteur de matières premières et la personne qui est dans le retail en boutique, si on veut que ces formations soient opérationnelles, il faut vraiment les sensibiliser à leur métier au quotidien. Donc c'est ce que l'on essaye de faire chez Kering. Et sur l'interne, j'arrêterai en disant où je suis très satisfaite et très heureuse, c'est qu'on voit dans toutes les enquêtes internes faites par les ressources humaines, ce que l'on met derrière le développement durable tel que je le présentais est devenu en fait un vrai ciment du groupe. C'est vraiment devenu quelque chose qui est une valeur fondamentale. Et quand j'en discute avec mes collègues des RH, que ce soit dans les maisons ou que ce soit au niveau du corporate, il y a beaucoup de jeunes, et vous êtes nombreux là ce matin, qui viennent aussi chez Kering parce qu'ils sont attirés par le développement durable, parce que ça donne du sens. Et puis en externe, parce qu'on considère aussi que c'est notre responsabilité de former les générations futures dans le design, etc. On a développé en fait depuis maintenant une dizaine d'années des partenariats spécifiques. Donc par exemple en 2015 avec le London College of Fashion, où on a un programme dédié sur le développement durable, avec l'université de Tsinghua en Chine, pareil sur ces thématiques-là, avec, je ne vais pas tous vous les citer, mais c'est intéressant de voir le côté un peu global, l'université de Singapour, l'ANUS, et puis terminons par la France, où là nous avons fait avec l'Institut français de la mode, que vous pouvez voir à l'étage, où on a une chaire Kering développement durable et qui va fêter la semaine prochaine ses 5 ans. Et pour nous, c'est très important de se dire, il faut que la prochaine génération, qu'elle soit créative, donc dans ce secteur-là, ou plus largement dans notre industrie, il faut qu'elle soit consciente des enjeux liés au développement durable pour vraiment les mettre au cœur du business. Donc concrètement, vous participez à financer ces formations afin que les étudiants, futurs designers, futurs cadres de l'industrie, soient sensibilisés avant même d'entrer dans une boîte. Plus que simplement du financement, c'est-à-dire que très concrètement, il y a des personnes en charge du développement durable de mon équipe
que ça soit à Paris, en Italie ou dans les maisons, qui vont aussi en fait établir avec les différentes universités les programmes pour que ça soit aussi très opérationnel. Je pense qu'il faut de la théorie, il faut que les étudiants fassent la différence entre le méthane et le CO2 et le pouvoir de gaz à effet de serre. Mais une fois qu'on connaît un peu ce genre d'éléments de point de vue théorique, il faut qu'ils sachent, moi je suis designer, comment je l'applique. Je suis dans l'équipe de design, à quoi je dois faire attention sur les sujets de la traçabilité, etc. Et même plus largement, parce que nos formations ne s'adressent pas non plus qu'aux jeunes, on a fait ce qu'on appelle des cours en ligne, donc les fameux MOOC, et on l'a en version anglaise, on l'a en version française, on l'avait développé avec justement LCF, et on l'a fait aussi pour les étudiants chinois en travaillant avec Tsinghua et en essayant d'apporter cette touche culturelle, parce que nous on parle de développement durable, mais il faut aussi que ça rentre en résonance en fonction des différentes géographies. Une fois que ces étudiants en fait, sont formés, on peut imaginer qu'éventuellement ils entrent chez Kering ou dans une maison du groupe Kering. Une fois qu'ils y sont, qu'est-ce que... Vous avez parlé des formations, donc ils peuvent suivre des formations. Mais est-ce qu'ils ont aussi, puisque là, je voulais qu'on en vienne à un exemple que vous avez mis en place à Milan, où là on travaille plutôt sur la matière première, c'est-à-dire une mise à disposition. Racontez-nous ce Alors oui, projet-là. on n'est pas juste dans la formation et après on les laisse. Le rôle aussi en fait du corporate qui agit vraiment comme un sparring partner vis-à-vis des marques, c'est de proposer des matières innovantes. Donc on a créé sur ce point-là ce que l'on appelle le Material Innovation Lab en Italie, qui est un hub où aujourd'hui on a plus de 8000 échantillons en fait de textiles qui correspondent à des critères dits de développement durable, tant sur les aspects environnementaux, donc on en revient sur la biodiversité, sur le bien-être animal, etc. Et ces échantillons, en fait, sont présentés aux designers ainsi qu'à leur équipe. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, je présentais en fait très concrètement à un des designers du groupe un certain nombre de matériaux qui provenaient soit du mil, soit aussi de ce que l'on fait avec les startups. Donc à l'extérieur en fait de notre Material Innovation Lab, où on travaille un ordre de grandeur avec plus de 250 startups entre les maisons et le corporate. Type, par exemple, comment je peux faire du cuir innovant à partir de cellules souches ou à partir de champignons. Et ils se prêtent au jeu, les designers, parce que certes, ils voient les échantillons, peut-être que ça les séduit, mais après, il faut qu'ils s'en emparent et qu'ils en fassent un vêtement, un produit qui puisse être industrialisable. Ils jouent ce jeu-là? Alors, dans ma vie d'avant de rejoindre Kering, on parlait de la co-construction législative. Eh bien, chez Kering, on fait de la co-construction sur les matériaux. C'est-à-dire qu'il y a une vraie fertilisation croisée entre les équipes du mil ou les équipes qui suivent les startups et le designer et les équipes de design. Donc, c'est un process qui peut mettre un peu de temps parce que nous, notre rôle, c'est de proposer. Eux, c'est de dire, tiens, le toucher, il est bien, la façon dont on ressent les choses, etc. Ça correspond à de la matière que je peux utiliser dans mes produits de luxe. Et puis, parfois, ça met des années. Et plus vous êtes sur des matériaux alternatifs, plus vous êtes sur de l'innovation, entre guillemets, disruptive, c'est comme n'importe quel R&D, ça prend du temps. Mais oui, ils aiment bien parce que derrière aussi tous ces nouveaux matériaux, vous stimulez la créativité. Donc, ça rentre complètement sur ce que les designers aiment. Et je pense qu'Hortense, pour Boucheron, en parlera, mais y compris d'aller prendre des matériaux qui étaient des déchets et que vous les transformez en un matériau qui devient luxe. On avait lancé en termes d'innovation pour la joaillerie ce qu'on appelle les Kering Generation Awards. Et la thématique l'année dernière, c'était comment je prends des déchets et je suis en capacité. C'est pour ça que l'industrie du luxe, juste une parenthèse, a vraiment une responsabilité. Vous voyez, de se dire qu'à partir de déchets, on en fait en fait des matériaux qui sont positionnés au niveau de luxe, ça donne aussi une sacrée responsabilité à notre secteur, non seulement pour le dire, mais d'avoir ce rôle de pionnier, de leadership pour vraiment envoyer des signaux à l'ensemble de la société. On va revenir dessus, mais dernière question pour conclure cet échange. Qu'est-ce qui vous semble en fait le plus urgent? Parce que évidemment, cette industrie, elle a parfois de bonnes intentions, mais c'est parfois lent à mettre en place. Tout le monde n'est pas vertueux à ce jour.
Donc, est-ce que vous préconisez? Est-ce que c'est une question de mentalité? Est-ce que c'est une question de moyens? Qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour que ça évolue encore plus rapidement? Alors déjà, voyons le verre à moitié plein. Vous le soulignez, moi je suis rentrée en 2012 dans le groupe. Aujourd'hui, je pense que quand on parle en fait des défis environnementaux, vous n'avez plus aucun groupe, aucune maison qui dit c'est un non-sujet. Et c'est vraiment pris aussi sous l'angle business. L'adaptation au changement climatique, c'est une réalité. Vous avez des boutiques qui ont été détruites avec les feux en Californie. Quand il y a eu les inondations en Dubaï, les inondations, elles ne sont pas dit tiens, je passe à côté du magasin de luxe et je m'occupe des autres magasins. Donc c'est vraiment une réalité, business. Après, pour conclure, il y a deux sujets. Beaucoup de maisons, et vous savez, on a le Fashion Pact d'un côté et on a la Watch and Jewelry Initiative de l'autre, donc ce qui nous permet... Ce sont des associés, ce sont des C'est alliances en fait, l'initiative de au-delà notre du secteur, groupe. voilà, et qui nous permet en fait d'avoir une vision et que Kering a lancée, l'une avec nos amis de quartier et l'autre on l'avait lancée à l'occasion du G7 en 2019. Ça nous permet d'avoir une vision assez globale. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives comme nous le faisons aussi chez Kering, mais vous avez deux enjeux. C'est un enjeu de mettre à l'échelle. C'est-à-dire que quand on voit les rapports scientifiques, et malheureusement la réalité, il n'y a plus le temps, vous le mentionnez, et ce n'est pas de faire 70% de quelque chose ou 30% de quelque chose, c'est de passer à 100%. Et le deuxième sujet, vous le mentionnez, hein, ça ne va pas être la révolution dans ce que je vais dire, c'est une question de vitesse. Et il ne faut jamais oublier aussi, on ne l'a pas mentionné, mais que les clients, et notamment la jeune génération, est de plus en plus sensible à ces enjeux. Donc encore une fois, c'est du business et vous avez un vrai risque réputationnel. Donc je compte notamment sur la prochaine génération pour pousser aussi les maisons à aller plus loin, à aller plus fort et à challenger. Il faut que les clients et cette jeune génération osent poser les questions aux marques pour les amener aussi elles-mêmes à se poser les bonnes questions et aller encore plus vite, plus loin, plus fort. Merci beaucoup. Merci à vous. Marie-Claire. Et je vais inviter, si vous voulez bien, on va passer donc à le deuxième temps de cette conférence. Je vais vous présenter nos intervenants suivants. Donc Godefroy de Virieu, bonjour, je vous en prie, installez-vous, rejoignez-moi. Godefroy de Virieu, vous êtes le directeur artistique de Petite Tâche. Je vous laisse prendre un micro. Petite Tâche, donc, qui est vous allez nous expliquer, qui fait partie de la maison Hermès. À vos côtés, Hortense Josserand, vous êtes la responsable développement durable de Boucheron, dont on a compris que c'était une maison qui faisait partie du groupe Kering. Et à vos côtés, Caroline Neck, vous êtes la directrice du développement durable chez Yves Saint Laurent Beauté, qui fait partie du groupe L'Oréal. Peut-être on va commencer avec vous, Godefroy, si vous voulez bien. Donc, vous êtes depuis 2018 maintenant le directeur artistique de Petite Tâche. Comment on peut présenter Petite Tâche? C'est une ligne d'Hermès? C'est un métier. Un métier. Déjà, merci de m'inviter sur ce plateau pour parler des sujets de ce grand sujet du développement durable qui est très important et au cœur évidemment de la maison Hermès. Petite Tâche, c'est un atelier avant tout, c'est un lieu physique qui existe avec des artisans qui ont un savoir-faire d'exception. C'est à peu près 45 artisans, c'est ça? Non, on est 45 dans le métier, on a 10 artisans, on travaille avec 10 artisans. Voilà. Mais je vais vous raconter une histoire parce que c'est la force d'Hermès aussi, Hermès est plein d'histoires et ça va vous donner le sens de ce projet Petite Tâche qui existe, donc de ce métier, qui existe depuis 15 ans. Il a été fondé par Pascal Mussard, qui est membre de la famille Hermès. Et petite, elle me racontait cette histoire et ça m'a beaucoup touché. Elle avait l'habitude, quand elle était petite, de jouer dans le magasin du Faubourg Saint-Honoré pendant ses temps libres. Et un jour, elle voit son grand-oncle ramasser un morceau de cuir dans une poubelle et demander à un artisan si avec ce petit morceau de cuir il pouvait pas faire un porte-valeur, un petit accessoire, ce que l'artisan a réalisé, et cet objet a été mis tout de suite dans la vitrine du Faubourg et ça a permis de voir si il avait ou pas du succès. Et cette façon de voir et d'observer les artisans, ces échanges humains entre son grand-oncle, elle et l'artisan qui a fabriqué l'objet, et de voir l'objet final,
Je trouve que c'est vraiment le cœur du propos de Petit H. Donc Pascal a installé ce projet et son idée géniale, je trouve, c'est donc dans un lieu de réunir des artisans, d'inviter des artistes, des créateurs, à avoir un œil, un regard sur toutes les matières de la maison qui nous proviennent, Ce que vous en récupérez quantité. en fait. C'est toutes les matières qui, alors, soit sont des surstocks de production, soit sont des matières qui ont des petits défauts qu'on extrait, mais on les garde précieusement. C'est vraiment une valeur d'artisan, c'est de se dire la matière a de la valeur, même si c'est un petit bout, je sais qu'on pourra faire quelque chose avec. Je vais juste préciser pour ceux qui ne seraient pas familiers avec Petit H que ça n'a pas forcément vocation à être seulement du vêtement ou de l'accessoire, que ça peut aussi être de l'objet. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être de la vaisselle. Et derrière vous, parce que derrière vous, il y a un exemple dont vous allez nous parler. Effectivement, c'est un très bon... c'est un projet qui parle bien de ce qu'est Petit H. On a reçu des arçons en fait, du conservatoire qui étaient voués à la destruction parce que la construction des selles, en fait, un arçon, c'est le squelette de la selle. Et ces arçons n'étaient plus utilisés parce que la façon de monter évolue aussi à cheval. Et donc, on avait une centaine d'arçons dans l'atelier qui étaient dormants. Et en fait, j'en ai proposé à plein d'artistes, en sachant que j'allais avoir des idées très différentes parce que justement, on travaille pas du tout sous la forme de collection, mais plutôt de fulgurance et d'intuition par rapport à des matières qu'on a et qui vont être transformées. Et cet arçon, ce qui est assez fort, c'est qu'il amène deux choses. Il amène d'une part un objet qui est ce qu'on voit, une guitare électrique. Donc il ouvre un territoire aussi chez Hermès qu'on n'a pas l'habitude de voir. Hermès ne diffuse pas forcément d'instruments de musique dans ses collections. Et surtout, il nous a permis de rencontrer un nouveau métier, le métier de la lutherie, parce qu'évidemment, les artisans Hermès ne sont pas luthiers, mais par contre, ils sont hyper curieux et ils adorent échanger avec des nouveaux savoir-faire. Et donc, on a rencontré un luthier génial à Paris qui nous a aidé à concevoir cet objet. Voilà. Donc, c'est vraiment des petites pépites comme ça qui sortent à partir de fragments de matière qu'on reçoit et sous l'œil des artistes et avec la complicité des artisans qui réalisent des objets dingues. Ouais. Qui est une façon en fait de le revaloriser, on peut dire. Et est-ce que peut-être parce que là c'est évidemment un exemple, mais par exemple si vous demandez à un autre artiste d'utiliser la même matière première. Alors on a choisi cet exemple pour vous en parler parce qu'il est assez fort, mais on a eu le dossier d'une chaise qui a été imaginée par un artiste, une balançoire, une luge, enfin des objets. C'est ça qui est très fort aussi, je trouve, chez Petit H, c'est que je sais que quand on donne une pièce à un artiste, on va avoir un objet singulier, unique. Et chaque artiste a une façon de penser différente. Donc on a une diversité de propositions créatives qui sont toutes réalisées avec évidemment le savoir-faire d'excellence de la maison. Et c'est cette grande force aussi, je trouve, c'est cette diversité de ne pas travailler dans la collection, de prendre le temps. Le temps de regarder ces matières, le temps de les observer, de pas être trop, de pas être dans la course des collections, c'est notre grand luxe, c'est d'avoir du temps. Hortense, donc vous travaillez chez Boucheron, vous êtes donc directrice du développement durable depuis 2022. Chez Boucheron, Marie-Claire Daveu, l'initiée, c'est la matière. Enfin, il y a aussi un travail de matière, mais vous, c'est moins un travail c'est aussi un travail de réemploi de matière d'une certaine façon, c'est-à-dire revaloriser des déchets, des choses qui sont inutilisées ou qui étaient défectueuses. C'est aussi exactement ça. La maison Boucheron a cette vision aussi de toujours re-questionner le précieux. Qu'est-ce que le précieux pour le monde et l'univers de la joaillerie? Et on a la chance d'avoir une directrice artistique, Claire Chouane, qui est très ouverte à ces sujets. Et elle se pose toujours cette question perpétuelle, qu'est-ce que le précieux? Et le précieux n'est pas forcément des matières précieuses comme on les entend traditionnellement, donc les métaux précieux comme l'or ou les pierres. Donc là, vous avez une illustration en fait avec Jack de Boucheron ultime. Vous pouvez penser que c'est de l'onyx, et non, ce n'est pas de l'onyx. C'est une matière dernière, c'est un déchet ultime.
Et justement, en parlant de collaboration, on avait travaillé donc avec les équipes de Marie-Claire sur l'innovation de cette matière pour sortir des sentiers battus. Et justement, dans ce message de re-questionner le précieux, c'était de se dire le pire déchet que l'humanité peut être amenée à produire, comment on peut rendre cette matière extraordinaire et avoir un message. Donc bien sûr, c'était une capsule innovation qu'on a co-développée avec le groupe Kering et les équipes innovation. Et donc pour nous aussi, c'est toujours une découverte. On est sur un temps complètement différent, puisque là, on apprend en marchant. Parce que vous imaginez bien que... Oui, c'est pareil, c'est ce que dit Godefroy, il faut aussi du temps pour, Oui. au-delà de l'idée, il faut du temps pour développer. Parce qu'on peut avoir l'idée, on Oui. peut avoir la matière, puis après, comment aussi on peut appliquer les concepts de la joaillerie et transformer en fait ce qu'il y a de pire comme déchets. Ouais. Peut-être précisez-nous ce que c'est exactement comme... Donc en fait, comme la matière ici se nomme cophalite et en fait, c'est une matière qui est obtenue après tout un procédé industriel pour la rendre également inerte et qui transforme en fait la matière en une pierre dure. Normalement, vous la retrouvez dans du remblai d'autoroute de manière traditionnelle. Donc vous imaginez en gros du remblai d'autoroute transformé en une pièce de joaillerie assez exceptionnelle. Et c'est vrai que d'être dans cette démarche aussi de repousser le traditionnel et d'aller vers de nouvelles matières, mais aussi de nouvelles techniques. On utilise de plus en plus, bien sûr, la 3D. On fait évoluer aussi les métiers qui sont des métiers d'art et des métiers artisanaux. La 3D, ça permet de faire moins de gâchis. Ça permet aussi de travailler avec de nouvelles matières, parce que pour la collection Or Bleu, on a eu justement une pièce composée de sable. On n'avait pas la solution d'un point de vue technique joaillière traditionnelle, mais grâce justement à l'impression 3D, on a pu surmonter les difficultés techniques. Donc c'est pareil, il faut développer et travailler sur la technologie. Donc l'innovation aussi peut être un vecteur pour de nouveaux champs et de nouveaux horizons dans cette liberté créative et aussi dans cette vision qu'a la maison de toujours en fait re-questionner le précieux. Ouais, je précise juste que c'est un vrai bijou en sable. C'est pas oui, le bijou ne se défait pas. Non, c'est bien solide et qui peut être porté. Caroline, donc vous travaillez plutôt dans l'industrie de la beauté, donc évidemment la question de la matière, des matières premières n'est pas exactement la même que pour la joaillerie ou pour la maroquinerie, les objets. Pour vous, trouver des matières durables, à quoi ça correspond? Ça veut dire quoi? Merci. Pour Yves Saint Laurent Beauté, effectivement, pour toutes nos créations, la nature est au cœur de nos parfums, de nos soins, la couleur pour nos maquillages. Donc, nous, notre rôle, il est vraiment de travailler sur nos filières d'approvisionnement afin de créer des ingrédients qui soient exclusifs pour la marque. Donc là, j'ai souhaité illustrer en fait cette partie création matière par un programme qu'on a développé en 2014 au Maroc qui s'appelle les Jardins collectifs de l'Ourika. Vous savez probablement que M. Saint-Laurent avait un attachement pour la France, Paris bien sûr, mais également Marrakech et sa région. Donc c'est tout naturellement que nous sommes retournés en fait sur les terres d'inspiration de création de Monsieur Saint-Laurent pour nous aussi trouver des matières premières en fait pour venir nourrir nos produits. On a commencé en 2014 avec un seul ingrédient, le safran, qu'on a ensuite fait grossir. Maintenant, on a à peu près une vingtaine de filières dans l'Ourika, dans l'Atlas, et ces ingrédients sont cultivés, récoltés par des communautés de femmes de la région. Donc, on a également cet aspect sociétal via ce programme, via ces jardins qui nous tient à cœur. C'est un lieu également de création, d'inspiration pour nos équipes. On y a construit ici, on voit une partie de notre studio olfactif. Donc on est en plein cœur d'un de nos jardins au Maroc. On voit un orgue à parfum et un setting d'exploration olfactive. C'est un lieu où on va venir, nos parfumeurs, nos nez peuvent venir travailler, sentir, s'inspirer en fait des lieux. C'est un lieu pour nos équipes aussi de regroupement, de formation. Et
ici aussi, ça a été un travail vraiment main dans la main entre nos équipes designers, architectes d'Yves Saint Laurent Beauté et les artisans locaux. Donc là, on est vraiment sur des matières issues en fait de l'Orica, de l'Atlas. Vous avez c'est de la pierre rouge en fait de la rivière Orica. Vous avez du cuivre qui a été travaillé à la main par les artisans locaux et du cèdre de l'Atlas. Donc on a vraiment toujours dans cette démarche et l'ancrage qu'on a souhaité créer et développer dans l'Orica, faire vraiment travailler les communautés femmes-hommes au service en fait de la création durable pour la marque. Avant de redonner la parole à Godefroy, je voulais juste qu'on parle brièvement, Hortense et Caroline aussi, de ce qui est fait sur l'emballage, parce qu'évidemment, cette question du développement durable, elle est importante sur le produit, que ce soit le parfum, le bijou, etc. Mais il y a aussi, vous avez toutes les deux, dans vos maisons respectives, eu à travailler sur des sujets d'emballage. Peut-être qu'Hortense, pour commencer, en fait, il y a cette idée généralement dans le luxe que l'emballage doit peser, qu'il faut en avoir pour son argent, si on le dit trivialement. Et au contraire, évidemment, quand on est directeur ou responsable du développement durable, on essaie d'alléger. Comment vous avez travaillé et résolu cette équation-là? Alors, pour le sujet du packaging de la maison Boucheron, on a aussi la chance d'avoir notre PDG, Hélène Pouilly-Duquesne, qui est très engagée et mobilisée pour le développement durable et qui avait partagé en fait un brief à toutes les équipes en disant « No pack is the new pack ». Donc, bien sûr, nous avons toujours un packaging pour nos pièces de joaillerie, mais on a repensé en fait le concept, parce qu'effectivement on pense beaucoup aux produits, mais il faut également penser plus largement à l'environnement produit qui lui aussi a un impact significatif et non négligeable. Donc la maison a repensé l'écrin traditionnel de joaillerie pour développer ce nouveau packaging qui est composé uniquement de 2 matières, aluminium et feutre de laine. On s'est engagé également à revoir le processus de conception et de fabrication, de ne pas avoir de colle, pas de couture. L'objectif est réellement de favoriser le démantèlement entre les 2 matières pour aussi, après, lui donner une utilité, puisqu'on a pensé aussi ce nouveau concept comme l'art décoratif d'intérieur pour pouvoir justement lui donner... un objet. Ça devient un objet. Ce n'est plus du packaging traditionnel avec l'écrin qu'on remise au fin fond d'une armoire et qu'on oublie pour les 20 prochaines années. L'objectif, bien sûr, c'est de lui donner une nouvelle fonction, une nouvelle unité de fonctionnalité en le transformant en objet d'art et bien sûr toujours en lien avec nos archives de la maison. Puisqu'il avait été créé aussi un nécessaire de beauté il y a fort longtemps et qui reprend les codes esthétiques. Caroline, pour vous, le travail sur l'emballage, en quoi ça a consisté? Alors nous, on est No Pack is the New Pack, nous c'est Refill is the New et le nouveau geste. Donc on travaille vraiment sur la rechargeabilité en fait de nos produits. Donc on a deux manières effectivement de travailler. Un qui est retravailler avec nos verriers en fait sur nos flacons de parfum pour les alléger, mais tout en gardant bien sûr que ce soit pas perceptible par le consommateur. Et on a également tout ce nouveau geste ce geste qui revient, qu'on veut faire revenir, qui est la rechargeabilité de nos produits, qui est clé en fait parce qu'en fait on travaille sur des très belles pièces. Souvent un parfum est un cadeau, quelque chose qu'on a envie de garder. Dans tout ce qu'on regarde chez nos consommateurs, c'est vrai que les flacons de parfum, on a tendance à les garder, les stocker. Et en fait, le geste qu'on veut vraiment développer et continuer à faire grandir, c'est le geste de recharge. On a également aussi, pour aller plus loin, on peut venir faire personnaliser son flacon de parfum dans certaines de nos boutiques pour vraiment que la personne se l'approprie et ait envie de le garder. Godefroy, on va bientôt arriver au terme de cet échange. Je voulais juste vous demander, est-ce que vous... parce qu'évidemment, Petit H, ça peut être perçu comme un laboratoire créatif au sein d'une grande maison comme Hermès, et que voilà, vous êtes un peu défricheur là-dedans. Est-ce que vous avez l'impression que ça peut aussi infuser au sein de la maison, voire au-delà même de la maison? Et est-ce que vous avez l'impression que c'est aussi ça votre fonction dans votre petit laboratoire? Fonction et mission, oui, certainement. Je pense que au sein de la maison Hermès, je crois qu'il
ce que je disais tout à l'heure, les matières sont tellement exceptionnelles qu'on ne peut pas décemment les détruire, mais les réemployer et refaire des choses avec ces matériaux, c'est quelque chose que les métiers font aussi. Notamment, je pense aux collections de Véronique Nichanian du prêt-à-porter homme, où elle réutilise des anciens coupons de ces collections pour faire d'autres vêtements. Et donc ça, je trouve que c'est super. Et nous, c'est vrai que quand on part, parce que ces objets ont une diffusion assez réduite, mais on est installé rue de Sèvres, dans le magasin de la maison Hermès, on a un espace dédié Petit H et on part à l'étranger régulièrement présenter justement la singularité du projet Petit H, le propos, et on essaye d'exprimer ce qu'est Petit H, cette idée créative de réutiliser les matières et de réaliser des objets dingues. Donc c'est vrai qu'on a toujours un grand plaisir quand on arrive à l'étranger avec nos malles remplis d'objets, de voir les visiteurs, les clients, les découvrir et être sensible au réemploi et au détournement des matières qu'on utilise. Donc c'est un vrai... Vous portez la bonne parole. Non, mais c'est très naturel en fait, c'est une parole de bon sens, je crois. On va faire très vite pour conclure. Je vais vous poser la même question que j'ai posée à Marie-Claire Daveu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'est-ce que vous souhaitez, sur quoi vous avez envie d'insister, qu'est-ce qui est le plus urgent à votre sens pour que ces questions du développement durable au cœur de la création puissent vraiment devenir une réalité partout. Hortense, vous voulez commencer ? C'est garder du bon sens, de la cohérence. On peut se concentrer bien sûr sur des points très spécifiques d'un projet, mais ne pas oublier l'impact global et général que l'on peut avoir. Je pense qu'aussi on a cette notion, cette conscience de temps et de temporalité où des fois il faut savoir aussi prendre son temps pour aller vite. Mais ce qui est sûr, c'est que la force du collectif fait aussi toute la différence, parce qu'il ne faut pas oublier que les maisons de luxe sont au bout d'un maillon, d'une chaîne de valeur et d'une chaîne d'approvisionnement. Et c'est pour ça aussi qu'il est clé de faire partie d'initiatives et de consortiums pour justement faire avancer l'industrie de manière collective et aller ensemble dans la même direction. Caroline ? Merci. Je dirais le temps, je reviens sur le sujet effectivement du temps, mais en parallèle aussi, l'innovation, c'est clé, c'est vraiment clé, c'est travailler avec des partenaires, oser développer des nouveaux gestes ou redévelopper des nouveaux gestes tels que les recharges et se laisser le temps en fait, pour travailler nos matières essentielles que sont le naturel. Et Godefroy, pour finir. Je crois qu'il y a un sujet aussi qui me tient à cœur énormément, c'est le sens des objets. C'est-à-dire qu'on conçoit des objets. Et je pense là, en plus, il y a toute une génération de gens qui sont étudiants, jeunes, qui vont démarrer. Je pense que c'est hyper important de se questionner sur les besoins de... Quels objets sont utiles ? À quels objets sont utiles, penser aux générations de demain, de quoi on a réellement besoin. Et évidemment, la matière est au cœur du sujet, l'utiliser avec beaucoup de respect et quand on fabrique quelque chose, considérer évidemment ce qui reste autour. Merci beaucoup à tous les trois et merci à vous d'être venus au Grand Palais.